Eh bien, je crois que tous les problèmes techniques ont été vérifiés. On doit pouvoir commencer le webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Nous avons une visibilité sur un chat qui nous permet donc de communiquer avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Donc, bienvenue à cette webconférence consacrée à la protection des données personnelles, quelles obligations pour les opérateurs et organismes de formation. Je m'appelle Jean-Philippe Seppel, je suis le directeur du pôle juridique ici à Centre Info, et je vais avoir le plaisir d'animer cette webconférence avec Pierre-François Palais, qui est à côté de moi, et Nadège Fouzoumagouar, que vous ne voyez pas, mais qui va nous être d'un très grand secours, parce qu'elle va justement analyser le contenu de vos chats et éventuellement donc vos questions, et elle va nous apporter à la fin de notre présentation, car avec Pierre-François, nous avons prévu deux grandes périodes à cette webconférence. Une première partie au cours de laquelle on va vous présenter les caractéristiques de ce nouveau règlement, ou de ce règlement qui n'est pas si nouveau, on va vous l'expliquer, mais en tout cas qui va être mis en œuvre à partir du 25 mai prochain, donc dans un peu moins de 6 mois maintenant, parce que nous sommes le 28 novembre. Et nous terminerons notre webinaire à 14h15, mais nous consacrerons donc le dernier quart d'heure à traiter ces questions que vous aurez bien voulu nous poser. Donc, peut-être quelques mots sur le Centre Info, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, Centre Info est un organisme sous tutelle de l'État. Et on n'arrive pas, excusez-moi, j'ai un petit souci technique avec mon diaporama, on n'arrive pas à changer de page. Non, il n'est pas actif, c'est quelque chose. Ah voilà, ça il est actif. Donc ça, c'est les intervenants. Vous récupérez d'ailleurs le document sera mis en ligne, vous pourrez le télécharger tout à l'heure. Et donc quelques mots sur Centre Info. Donc Centre Info est une association loi 1901 créée en 1976 à l'initiative de l'État. Elle a pour mission, cette association qui s'appelle Centre pour le développement de l'information sur l'information, justement de développer cette information auprès de tous les professionnels de la formation, qu'ils soient acteurs publics, qu'ils soient institutions publiques ou organismes de formation, entreprises, prestataires. Nous sommes donc là pour répondre à vos questions, et il faut savoir aussi que le Centre Info, c'est une de ses originalités, comme c'est une association. Dans son conseil d'administration, il y a 4 collèges, un collège où siègent les représentants de l'État et des régions, et puis 2 collèges où siègent les représentants des organisations syndicales d'employeurs, les organisations syndicales de salariés, et enfin un 4e collège où il y a des personnalités, où siègent des personnalités reconnues dans le milieu de la formation continue. Voilà, donc Centre Info exerce cette mission, il est subventionné pour cela, mais dernière originalité, sachez que Centre Info s'autofinance pour une grande partie de ses activités, et c'est pour cela que nous sommes un organisme de formation et aussi un éditeur d'ouvrages, notamment les fiches pratiques de la formation continue, peuvent vous informer sur les droits de la formation. Voilà, donc sans plus tarder, je vais introduire le thème de cette webconférence. Nous sommes en présence d'un sujet qui à la fois tient un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles je souhaiterais attirer votre attention, mais aussi j'aimerais, en guise d'introduction, venir sur les questions posées par ce thème, qui sont des questions assez originales et qui méritent qu'on s'y arrête quelques instants. Donc, concernant les caractéristiques du thème, il est frappant de constater que c'est à la fois un thème d'actualité. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons à nous préparer à sa mise en œuvre à partir du 25 mai de l'année prochaine, mais il faut rappeler quand même que ce règlement européen a été adopté en avril 2016, le 14 avril 2016, donc il s'inscrit déjà dans une certaine ancienneté, et puis
il faut savoir aussi que comme c'est un règlement européen, eh bien, il connaît des influences et parmi les influences notables, il faut signaler les influences de la France, puisque déjà en 1978, la France avait voté une loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et déjà un certain nombre de bases de la réglementation sur le sujet que nous allons étudier tout à l'heure étaient déjà posées donc, dans la loi informatique et liberté. C'est aussi un thème ancien dans le sens où déjà, dans cette loi informatique et liberté, il y a la définition des données personnelles. Et je pense que c'est important d'insister sur cette définition car naturellement, elle est au cœur de notre réflexion. Les données personnelles correspondent à toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Et on va le voir que naturellement, cette définition va couvrir des situations qui sont à la fois des situations où vous rencontrez la personne physiquement, mais aussi des situations où cette personne, vous la rencontrez grâce aux nouveaux outils Internet et l'identité de la personne se résumant peut-être qu'à son adresse IP d'ordinateur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous commencez à posséder une donnée personnelle sur elle. Alors, deuxième élément important à signaler, c'est que naturellement, ce n'est pas un thème spécifique à la formation pour cette continue. Non seulement, il ne concerne pas que les organismes de formation, il concerne aussi les financeurs, il concerne des gros opérateurs, Pôle emploi, les OPCA, les régions, la Caisse des dépôts et consignations, puisqu'elle gère le compte personnel de formation. Mais aussi, j'attire aussi votre attention sur le fait que ça ne concerne pas que les clients, ça peut concerner les personnels de votre structure, les personnels d'un organisme de formation, les formateurs, comme également ça concerne vos sous-traitants. Donc, c'est un circuit qu'il faut avoir dans la tête où passent les données personnelles des clients, des stagiaires, des personnes avec lesquelles vous avez des relations et surtout vous récupérez des données personnelles. Ça fait partie donc du champ à bien avoir en tête quand on se penche sur ce sujet. Autre caractéristique importante, me semble-t-il, à signaler, c'est que nous sommes en face d'un thème sociétal et stratégique. Sociétal dans la mesure où de plus en plus l'économie repose sur l'Internet, le numérique et le digital, donc les informations, les données circulent de plus en plus rapidement. Les activités administratives, commerciales, culturelles, quotidiennes reposent de plus en plus sur l'Internet et donc tous ces traitements grâce à des logiciels et toute cette dématérialisation de ces informations font qu'il faut se préoccuper de ces données personnelles. Et enfin, je ne sais pas où vous en êtes sur la mise en œuvre d'un nouveau modèle économique, mais vous le savez, aujourd'hui, il y a un certain nombre de services gratuits qui reposent en fin de compte sur la commercialisation et sur l'échange des données personnelles. Donc, il faut être attentif à ces évolutions et certainement bien maîtriser les conditions de leur utilisation. Alors, c'est aussi un thème stratégique parce que nous sommes un des secteurs les plus concernés par la digitalisation de l'économie. On parle de plus en plus de digitalisation de la formation. Nous nous servons aujourd'hui d'une plateforme. Vous savez peut-être déjà, si vous êtes organisme de formation, de plateformes de formation pour organiser vos prestations. Que ce soit donc dans la phase amont, que ce soit dans la phase pédagogique, dans la phase synchrone ou asynchrone, circulent des données sur Internet, des données personnelles sur Internet, et il faut maintenant de plus en plus en tenir compte. Enfin, autre caractéristique stratégique pour le secteur de la formation, c'est le développement du droit individuel à la formation, droit universel à la formation, et naturellement, ça entraîne des consultations de droits acquis sur Internet, ça permet des dépôts de dossiers sur Internet, des consultations de portefeuilles de connaissances, de compétences, et donc
là encore, c'est de la donnée personnelle qui circule et il faut donc en être très, très conscient. Autre élément peut-être aussi à signaler, c'est les caractéristiques des questions posées, et c'est un peu dans cette direction qu'on veut aller avec vous dans les quart d'heure qui suivent, à savoir que nous sommes sur des sujets très opérationnels, nous sommes sur l'identification d'un processus à risque, un processus qualité, donc il faut avoir comme un fonctionnement bien de vérifier où vous en êtes sur ces procédures. Il y a question d'information et de formation en direction des personnels concernés, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de savoir comment fonctionne le traitement des données chez vous et le circuit des données chez vous, mais aussi il faut sensibiliser les personnels qui se penchent sur ces sujets-là. Donc Pierre-François reviendra beaucoup sur ce point. Et puis ensuite, autre élément important, des questions techniques se posent parce que nous sommes en présence d'une réglementation très pointue. Le RGPD est un règlement de plus de 200 pages avec milliers d'articles. Donc, naturellement, il faut éventuellement, pour certains points, se rabattre sur des spécialistes en réglementation sur la loi informatique et liberté pour être au fait de toutes ces questions. Enfin, je terminerai sur la dimension politique et philosophique, car il faut rappeler quand même que c'est un sujet qui a ses origines dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et dans ce traité européen, donc à son article 16, il est clairement annoncé que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Donc, nous sommes sur le texte de 2012. Et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il est indiqué que tous citoyens européens ont droit à la protection des données à caractère personnel. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante. Donc, des principes forts qui se situent dans le texte fondamental qui protège les citoyens européens. Il y est évoqué un certain nombre de notions sur lesquelles Pierre-François va maintenant vous apporter des éclairages encore plus concrets. J'attire votre attention sur l'expression autorité indépendante. Ça renvoie naturellement en France à la CNIL, qui est donc l'opérateur de référence sur ces sujets que nous abordons aujourd'hui. Pierre-François, je te laisse la parole pour continuer notre présentation. Donc, merci Jean-Philippe. On va aborder tout de suite le règlement européen relatif à la protection des données personnelles du 27 avril 2016, qui est d'application directe et qui abroge la directive 95/46/CE de 1995 et entrera en vigueur, comme l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, donc au 25 mai 2018. Donc, il y a un temps assez court, en fin de compte, pour vous préparer à l'entrée en vigueur de ce règlement, qui est conséquent, 173 considérants au chapitre, 99 articles. Donc, ça veut dire que l'Union européenne place la barre très haute, je dirais, d'un point de vue de défense du citoyen, de défense de la personne, car la protection des droits des données fondamentales, enfin des données personnelles, est un droit fondamental, non pas absolu, certes, mais fondamental. Et d'ailleurs, le règlement énonce que le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l'humanité. Donc, vous voyez l'ambition du règlement européen qui est
fondamentale hein, pour protéger, je dirais, l'Union européenne, peut-être des assauts d'une Chine peut-être qui n'est pas en règle encore avec le traitement des données personnelles et des Américains qui ont un certain niveau, je dirais, de protection, mais pas aussi fort que celui décidé par l'Union européenne, donc les 28 membres de l'Union européenne. Hein. Alors, on nous annonce bientôt une loi informatique et liberté, donc 2, hein, puisque Jean-Philippe a rappelé que la loi informatique et liberté de 78 donc, était très importante, hein, mais pour se mettre en conformité évidemment avec la législation européenne, on est obligé de décider d'une loi informatique et liberté. Mais dirons-nous, si la France oublie, je vais dire, des considérants du RGPD, hein, du règlement européen sur les données personnelles, eh bien, c'est le règlement qui s'appliquera. Peut-être petite précision, il ne s'agit pas d'une habilitation. Hein. C'est une loi qui était prévue et qui est annoncée dans le règlement européen, c'est-à-dire que tous les États membres ont la possibilité d'aménager un certain nombre de dispositions, mais naturellement, le cadre fixé par le règlement général devra être respecté par les États membres. Donc, ne vous attendez pas à de grands changements sur les principes qu'on va vous présenter. Les dispositions seront des points de précision. Alors, sur le contenu donc, du règlement européen, des choses que vous connaissez, hein, des choses qui sont renforcées. Alors, la première notion qui n'est pas forcément dans le diaporama, mais qui est essentielle, c'est la notion de finalité. Hein, pourquoi, en fin de compte, vous allez mettre en place un traitement des données et quelles sont les données qui doivent être conservées. C'est-à-dire, il y a une vision minimaliste des données, ce dont j'ai besoin, en fin de compte, hein, pour mon activité de formation, par exemple. Hein. Et un cas typique, on peut prendre, par exemple, vous voulez mettre une newsletter en place, quelle est la donnée que vous allez recueillir? Eh bien, c'est l'adresse email, mais vous n'avez pas besoin d'autres, je dirais, données, vision minimaliste des choses, donc uniquement finalité, objectif. Donc ça, il faut toujours réfléchir sur ce terrain-là. Donc, finalité, soit parce qu'il y a un texte de loi qui est prévu, hein, auquel cas vous allez appliquer le texte de loi, mais généralement, il n'y a pas forcément de texte de loi, il va falloir là que le responsable du traitement des données, eh bien, lui détermine eh bien, une légitimité du traitement. Donc, là encore, il a une vision minimaliste. Donc, très important, cette notion de finalité, bien sûr, des données traitées. Ensuite, une fois qu'on s'est interrogé sur les finalités, il faut aller sur le consentement. Consentement, donc notion très importante, hein, que vous trouvez en droit de la santé, qui est d'ailleurs très importante, et en droit civil aussi, un consentement que le RGPD qualifie de non ambigu. Hein, ça doit être vraiment transparent, loyal, c'est-à-dire que vous devez mettre en place, par exemple, un formulaire très loyal dans le recueil des données. Hein. Donc ça, c'est fondamental aussi. Il faut toujours recueillir, bien sûr, l'accord des personnes concernées. Donc, je dirais finalité plus loyauté, transparence, égale licéité de votre traitement. Et ça, je dirais, c'est fondamental. Hein. Si vous avez déjà compris ça, je pense que globalement, vous avez tout compris du règlement européen. C'est peut-être un peu plus complexe que ça, peut-être dans d'autres domaines, mais voilà. Enfin, une fois que vous avez déterminé les finalités, une fois que vous avez recueilli le consentement, hein, eh bien, vous avez, les personnes peuvent vous demander, et là, on revient vers le diaporama, hein, un droit d'accès, hein, mais ça l'était déjà, à leur donner, notamment aux ressources humaines, hein, le dossier personnel du salarié, un droit de rectifier les données, un droit de s'opposer à l'utilisation des données, et puis également un renforcement des droits
en obligeant le responsable du traitement à mettre à la disposition des personnes une information claire, une information intelligible, une information aisément accessible. Hein. Parce que, évidemment, le traitement informatique peut être source de complications. Alors, ça, c'est pour les droits qui existaient déjà. Après, il y a des droits, je dirais, nouveaux, comme la portabilité des données. La portabilité des données, c'est l'article 20 du RGPD. Et là, il faut que le responsable du traitement mette en place des moyens pour donner à la personne la possibilité, eh bien, dont les données sont traitées, d'exporter ces derniers dans un format, et ça c'est à vous de déterminer, structuré, hein, soit qu'il le récupère, soit qu'il le donne à un tiers. Donc ça, c'est un nouveau droit. Le droit à l'oubli, article 17, très important, le droit à l'oubli. Hein, et là, c'est admettre pour l'organisme de formation le déférencement d'une donnée traitée directement. Alors, c'est évidemment que vous avez des fichiers clients, etc., et vous ne voulez pas vous en séparer tout de suite. C'est tout à fait normal. Qu'il y a des documents qui sont obligatoires de les conserver, par exemple, pour l'administration fiscale, pour l'administration du travail, et ça ne changera pas parce qu'il y a des textes prévus, il y a des durées de conservation, hein, mais toutes données, je dirais, qui ne sont pas prévues par un texte, là, il faudra purger, je dirais, il faudra oublier, hein, c'est un peu comme ce que fait Google actuellement, c'est qu'à un moment donné, vous allez retrouver certaines données qui étaient traitées par Google. Hein. Voilà donc sur, je dirais, les droits qui sont renforcés, mais ils existaient déjà. Et deux sont nouveaux. Ensuite, sur le RGPD lui-même, bien, quel est l'objectif du RGPD? Il a deux objectifs. Et ça, vous l'avez compris, puisqu'on l'a déjà vu en introduction et je l'ai repris également en introduction. C'est garantir le droit des personnes à un niveau extrêmement élevé, enfin, et ça c'est l'ambition européenne, contre les risques d'intrusion dans la vie privée. Donc ça c'est l'essentiel qu'il faut retenir, mais en ne bloquant pas l'économie, c'est-à-dire tout en favorisant la circulation des données d'activité humaine, donc économique, sociale. Alors, ça, c'est le double objectif que je dirais. Alors, quand, ça on l'a déjà vu, puisque le règlement européen va être effectif à partir du 25 mai 2018, hein, et c'est bien d'anticiper quand même cette date-là, hein, qui, eh bien, c'est toutes les organisations, hein, je dirais, donc toutes les OPCA, les organismes de formation, vous êtes concernés, tout le monde est concerné, sauf peut-être des personnes, des personnes de puissance publique, donc investies de prérogatives régaliennes. Donc là, on touche peu de personnes. Ou, eh bien, c'est sur tout le territoire de l'Union européenne, hein, soit les 28 États membres, qui vont adapter également leur législation. Hein. S'ils n'adaptent pas leur législation, de toute façon, le règlement européen s'appliquera. Et également, parler d'un peu d'extraterritorialité, excusez-moi. Voilà, on a compris, on est arrivé. Et là, si vous voulez, par exemple, un client américain devra se conformer, hein, bien sûr, au règlement européen sur les données personnelles. Donc là, on est protégé, je dirais, hein, sur le territoire de l'Union européenne, à la fois des autres membres de l'Union, mais également de l'ensemble des pays qui composent le monde. Ensuite, pourquoi? Bien, pourquoi le règlement? Parce que ça crée une harmonisation, hein, de la protection des données personnelles au niveau européen. Donc voilà sur le RGPD. Donc là, j'ai terminé la présentation
une fois sommaire, hein, parce qu'on pourrait y rester beaucoup plus de temps. Ensuite, Jean-Philippe a parlé des données. Donc là, vous avez un certain nombre de données, hein, bien sûr. C'est un panorama non exhaustif de toutes les données que vous pouvez retrouver. On a mis par exemple l'IP d'ordinateur, hein, est considéré comme une donnée personnelle. Hein, donc là, les données personnelles se rapportent toujours, et ça c'est dans le RGPD, hein, à une personne physique identifiée ou identifiable. Hein. Donc il y a toujours un rapport avec la personne physique. Ensuite, ce qu'on n'a pas mis forcément dans l'ensemble des données, c'est les données, ce qu'on appelle les données particulières. Vous trouverez peut-être ce jargon, ou données sensibles. Ça, vous le trouverez plus. C'est toutes les données, si vous voulez, qui touchent à l'intégrité humaine, qui touchent par exemple à l'origine raciale, les opinions politiques, les données syndicales, voilà. Donc ça, c'est un genre de données qu'il ne faut pas, si vous en avez, conserver dans vos structures. Pierre-François, je me permets de te couper parce que c'est important de bien repérer cet inventaire qu'on a listé, parce que ça va très vite en fin de compte. Dès qu'on possède un nom, dès qu'on possède un prénom, on commence à détenir une donnée personnelle. Et dans un schéma un peu traditionnel, par exemple d'un organisme de formation, une liste d'émargement où il y a déjà un nom et un prénom, c'est déjà être en possession de caractéristiques liées à une personne. Donc, vous voyez, la question qui va se poser, et le titre du slide est important, vérifier de quelle information j'ai besoin, le nom, le prénom, certainement, mais à un moment donné, est-ce que vous avez besoin de connaître l'âge, la date de naissance ou la tranche d'âge? Vous voyez, il y a plusieurs façons de faire ces classements de clients, par exemple. Avoir la date de naissance, ce n'est peut-être pas obligatoire, donc peut-être faire un questionnaire avec des tranches d'âge. Vous voyez, c'était pour illustrer la notion de proportionnalité. Vous devez pas, et de finalité, c'est-à-dire vous n'avez pas à recueillir des données personnelles qui dépasseraient l'usage dont vous avez besoin. Donc faites attention dans la constitution de fichiers sur vos clients. Demandez-leur que le strict nécessaire. Tout à fait, donc ça c'est la finalité en fin de compte, hein, on revient toujours à la finalité, et ça c'est le dit Jean-Philippe, en fin de compte c'est données et traitement des données. Et donc la finalité c'est est-ce que j'ai besoin du nom prénom seulement, par exemple pour la feuille d'émargement, j'ai besoin à peu près que de ça, peut-être la fonction à la limite, et encore c'est discutable. Hein, voilà, donc toujours s'interroger sur ce que je dois vraiment garder comme données, conserver comme données. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc, il y avait des données cachées, puisqu'elles sont derrière, entre guillemets, ce diaporama, donc les données sensibles, et le numéro de sécurité sociale, un numéro NIR qui peut poser problème. Hein, alors, pour les organismes de formation, bon, il y a une finalité, il y a un texte, hein, enfin, il y a deux textes même, un texte sur le travail et un texte de sécurité sociale, qui vous autorise à recueillir, je dirais, ce numéro pour des règles de protection sociale et que vous ne soyez pas responsable peut-être du fait d'un acte d'un stagiaire. Hein. Donc là, il y a un article du Code du travail, un article de la sécurité sociale qui vous permet à la limite d'utiliser cette donnée. Mais ça ne concerne pas tous les organismes de formation. Voilà. Alors là, vous avez une cartographie un petit peu complexe, hein, je dirais. On va pas forcément y rentrer totalement dedans, hein, on va survoler. Mais ce qu'il faut retenir en fin de compte, c'est que à la fois le RGPD doit être respecté dans le traitement des données personnelles, dans les trois dimensions que vous avez ici, c'est-à-dire le processus management que vous voyez tout en haut en gris, le processus métier que vous avez dans le carré en pointillé bleu, hein, et le processus support que vous avez en jaune.
Et donc, là, vous avez un certain nombre de données personnelles, je dirais, qui transitent. Hein. Donc, peut-être déjà dès la promotion de votre offre de formation, hein, pour collecter et vendre des formations, hein, collecter des informations. Deuxièmement, quand la personne est attirée par une formation, c'est l'inscription client, hein, et cette inscription client, là, il faut aussi s'interroger dans le formulaire, quelles sont les données à recueillir, hein, pas forcément les données pertinentes, je dirais. Puis ensuite, vous avez, une fois que la personne, par exemple, est dans l'organisme de formation, et qu'est-ce que vous allez utiliser, par exemple, dans l'organisation de la formation, qui pourrait avoir des effets négatifs sur vous en termes de collecte des données. Et de plus en plus, on va aller sur l'évaluation des formations, hein, et là aussi, très attention sur les données qui sont collectées. Hein. Donc là, il y a vraiment, évidemment, dans le processus, je dirais, support, vous avez peut-être également des ressources humaines, hein, et ce pôle ressources humaines également est à décortiquer en termes de traitement des données. Hein, donc, dans les fonctions support également, surtout dans les ressources humaines où il y a énormément de données qui peuvent être sensibles. Donc, il faut toujours trouver, si vous voulez, une finalité, soit par un texte, soit par une légitimité du traitement. Hein. Donc, on est vraiment dans cette logique-là, hein, de légitimité du traitement. Alors, ensuite, on va aborder la question de la sous-traitance. Hein. Sur la sous-traitance, eh bien, c'est peut-être un organisme qui va traiter des données personnelles pour le compte du responsable du traitement de l'organisme de formation. Hein. Et vous devez vous assurer en tant que donneur d'ordre, entre guillemets, si le sous-traitant présente des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des moyens techniques et organisationnels appropriés afin que le traitement réponde bien au règlement. Et notamment établir un contrat peut-être de sous-traitance qui reprend toutes les dispositions du RGPD, hein, et peut-être là c'est une amélioration à faire dans les contrats de sous-traitance, hein, pour s'assurer évidemment, mais c'est une étape, hein, il faudra s'assurer certainement par d'envoi de courrier ou de mail que eh bien, le sous-traitant, comme dans d'autres domaines, est bien en règle avec la législation et notamment avec le règlement européen. Ensuite, là aussi, ça c'est la dernière avec sous-traitant financeur, c'est-à-dire que voilà, les adhérents vont s'adresser à leurs OPCA ou au FONGECIF ou à Pôle emploi, aux entreprises. Vous allez être destinataire d'un certain nombre de données personnelles que vous devrez traiter également. Hein. Est-ce que je dois, par exemple, conserver? Est-ce que je dois pas conserver forcément les données qui me sont transmises par un financeur? Le financeur également, hein, les OPCA réfléchissent actuellement sur justement le traitement des données personnelles. Donc, normalement, tout le monde, toute la chaîne, hein, c'est-à-dire OPCA, organismes de formation, réfléchissent justement sur le traitement des données personnelles, et peut-être que justement, il y aura une interaction
entre les uns et les autres pour savoir quelles sont les bonnes pratiques en matière de conservation des données personnelles et qu'est-ce que je dois demander aussi à un organisme de formation. Est-ce que je ne dois pas aller trop loin, je veux dire, dans la demande de données. Oui, et on peut prendre la réflexion aussi sous l'angle des pratiques actuelles. Quand les organismes comme donc le VAPCA ou Pôle emploi transmettent des informations sur des adhérents, sur des demandeurs d'emploi qu'ils envoient en formation ou qu'ils font traiter des données personnelles concernant ces candidats à la formation par un fournisseur de logiciels ou sur une plateforme de formation, tous ces sous-traitants donc se retrouvent détenteurs d'une donnée personnelle et doivent être capables d'indiquer quel traitement ils vont faire de ces données personnelles dans le respect donc, du nouveau règlement général. Donc, moi, j'en ai fini sur l'exposé à la fois théorique et plus pratique au cœur de vos préoccupations. Et Jean-Philippe, donc, va passer au remède, je dirais, qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre en conformité et se préparer donc, à l'échéance du 25 mai 2018. Voilà. Donc, le Centre Info, a repéré donc, le règlement général à protection des données personnelles. On s'est rapproché de la CNIL et on s'est rendu compte que la CNIL, depuis déjà un certain nombre de mois, avait sur son site internet développé toute une série de préconisations pour se préparer à cette mise en œuvre. Donc, sur ce slide sont reproduits les préconisations de la CNIL. Nous n'inventons rien sur la méthodologie. La préoccupation fondamentale, c'est la prise de conscience du circuit du traitement des données personnelles. Donc, quelles sont les sources de données, quelles sont les pratiques en matière de collecte, les pratiques en matière d'utilisation, en matière de masquage, comment tout ça fonctionne. Et vous voyez dans ce slide, donc, tout ça renvoie à des dispositions très précises dans le règlement général européen. Ensuite, il s'agit de prioriser des actions une fois qu'on a cette cartographie, c'est-à-dire qu'il y a à mesurer, entre guillemets, les risques que vous prenez à utiliser ces données par rapport à la nature des données que vous manipulez et surtout sur la fiabilité de votre circuit des données. C'est-à-dire que vous devez toujours garantir à les personnes qui vous ont transmis ces données qu'elles ne se perdent pas, que vous savez où elles sont et surtout qu'elles ne partent pas dans la nature sans que vous en soyez au courant. Donc, ce diagnostic est très important. Et enfin, nous arrivons à une étape importante qui consiste à organiser en interne, donc vérifier en interne que tout ça fonctionne bien. Donc, vous êtes amené à former et informer tous les personnels qui sont détenteurs à un moment donné dans le circuit de traitement des données afin de les sensibiliser à la responsabilité qui est la leur. Et tout ça doit donc se documenter, et puisque vous allez devoir informer les utilisateurs de ces données en cas de mise en œuvre par vos stagiaires, par vos adhérents, bien de leur nouveau droit, que ce soit la portabilité, que ce soit le droit à l'oubli. Donc, vous allez devoir leur apporter toute la démonstration que vous avez bien respecté, le règlement européen. Donc, on peut que vous encourager à récupérer sur le site internet de la CNIL toute une série d'outils que préconise la CNIL, mais sachez que Centre Info est également déjà sollicité par des organismes de formation pour les aider à diagnostiquer leur situation de risque. Nous avons repéré que certains nombre de dispositions concernant la loi informatique et liberté rentrent en relation avec la réglementation des organismes de formation, en particulier, que ce soit justement sur la démonstration que vous avez bien exercé l'activité de formation, donc vous avez des obligations de conservation, donc il faut que tout ça soit compatible avec le droit à l'oubli, mais vous devez naturellement être en harmonie avec les dispositions relatives au contrôle du service fait. Et donc, pour parler de tout cela de manière un petit peu plus étayée, avec des représentants d'organismes financeurs, avec des représentants d'organismes de formation, nous avons retenu la date du mardi 18 janvier prochain
pour organiser à nouveau un rendez-vous du droit sur la mise en œuvre du RGPD. Et nous associerons à cet événement la CNIL, qui nous avait apporté son soutien lors du précédent rendez-vous du droit organisé par Sens Info. Voilà, donc nous avons reçu de Nadège Prévost les premières questions que vous nous avez déposées dans le chat. Vous avez été nombreux à réagir, visiblement. Si j'en vois le nombre de messages qui figurent sur le chat, Nadège rentre dans mon bureau et m'apporte à nouveau des questions qui n'arrêtent pas donc de s'allonger. On va commencer par peut-être une question très pratico-pratique qui renvoie à la notion de prospect. Et la question est très concrète. Je collecte des informations, quelqu'un collecte des informations à partir de cartes de visite qu'elle récupère auprès de prospects. Et est-ce que cette pratique relève du règlement général de protection des données? Effectivement, la notion de données personnelles et la notion de fichier est entendue au sens large. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des outils informatiques pour être à la tête d'un fichier. Donc, le fait d'avoir une boîte dans laquelle vous avez des cartes de visite, cette boîte déjà représente un fichier. Et donc, dans le cadre de la loi actuelle, vous devriez déjà déclarer à la CNIL cette pratique de fichier que vous constituez. Donc, naturellement, cette pratique rentre dans le règlement qui protège les données personnelles. Donc, vous devez avoir un comportement responsable par rapport à cela. Alors naturellement, la question ne dit pas si ensuite ces données circulent dans un organisme, passent de service en service jusqu'à être éventuellement commercialisées dans des banques de données personnelles. Mais en tout cas, vous voyez bien que ensuite, il peut y avoir des traitements qui seront particulièrement dans le collimateur, si je puis dire, de ce règlement protection des données. Donc, en soi, il n'y a pas de grand risque à pratiquer donc, la récupération des données personnelles à partir de cartes de visite. Donc, ça, c'est juste le début d'un processus. Et naturellement, ce processus peut se continuer et c'est là où les choses vont commencer à devenir un petit peu plus subtiles. Ensuite, la question des plateformes de formation à distance, quel type de documents devons-nous fournir, à quelle institution? Et sur la dernière question, à quelle institution? Peut-être que vous pensez à la procédure actuelle qui consiste à déclarer à la CNIL les fichiers que vous constituez. Sachez que effectivement, c'est toujours d'application. Vous devriez toujours respecter donc, la loi informatique et liberté et fonctionner sur la base des principes qui l'organisent. Alors, on le sait, c'est une loi qui n'a pas forcément été connue de tous les opérateurs, mais en tout cas, sachez que ces règles fonctionnent toujours. Mais effectivement, à partir du 25 mai 2018, c'est le règlement qui va s'appliquer, ce qui fait que la CNIL pourra être saisie en cas de litige, pourra être mise en situation de contrôler, mais ce n'est plus un système de déclaration qui va fonctionner à partir de ce moment-là, mais celui de l'application du règlement européen. Donc, vous aurez directement des comptes à rendre aux citoyens, aux clients, à l'adhérent qui vient chez vous. Et donc, vous aurez intérêt à vous prémunir éventuellement de recours qu'il pourra exercer contre vous. On n'a pas insisté sur les sanctions financières et pénales qui accompagnent le règlement européen, parce que nous avons l'intuition que dans le secteur de la formation professionnelle, des menaces de sanctions ne devraient pas nous inquiéter, mais quand même, il faut savoir que des sanctions très lourdes peuvent être donc infligées en cas de non-respect du règlement européen, donc il est quand même intéressant et important de s'en soucier. Il a été posé une question également sur le droit à l'oubli. Alors peut-être, Pierre-François, peut-être sur l'articulation du droit à l'oubli et les questions d'archivage de documents, on est souvent interrogé sur la question de la conservation des pièces qui justifient la réalisation d'une action de formation. Oui, Jean-Philippe, sur le droit à l'oubli, donc c'est vrai que c'est un concept qui paraît un peu
peu théorique pour l'instant. Ce qu'il faut, dans un premier temps, je pense, sur le droit à l'oubli, c'est qu'on fasse sur des archives, je dirais papier, et là Jean-Philippe a tout à fait raison de dire que les données ne sont pas seulement des données numériques qui vont être pointées du doigt, mais également des données papier. Hein. Et globalement, de toute façon, en matière de formation continue, soit vous avez des obligations de conserver des données comme des conventions de formation, etc., 5 ans, voire 10 ans. Et donc, je dirais que le droit à l'oubli sur la conservation de ces documents-là, ben, quand ça sera numérisé, tout sera numérisé, ben, à un moment donné, il faudra faire la purge. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on fait la purge, au bout de 10 ans, on fait la purge. Mais tant qu'il y a un texte qui oblige, si vous voulez, à faire la purge, eh bien, à maintenir les informations, excusez-moi, à maintenir les données, vous devrez conserver ces données et ensuite faire la purge. En revanche, il n'y a pas de texte, c'est à vous à déterminer, en fin de compte, un délai, je dirais, raisonnable, suffisant pour pratiquer ce droit à l'oubli, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. Il n'y a rien d'indiqué, si vous voulez, dans les textes. Peut-être que justement la loi informatique et liberté 2 sera beaucoup plus, ou les décrets d'application, justement, s'il y a des décrets d'application, mais généralement il y en a, sera peut-être plus disert, justement, sur ce problème d'archivage des données et du droit à l'oubli correspondant. Hein. Donc pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin, si vous voulez, que la réglementation actuelle que vous connaissez sur l'archivage et de la conservation des données, hein, que ce soit papier ou numérique. Et donc gardez à l'esprit toujours le référentiel que vous avez en tête et faites la purge, par contre, à un moment donné. Voilà, où ça vous pose évidemment plus de problèmes sur les fichiers clients. Hein, donc là, évidemment, c'est difficile de. Des fois, il peut être désuet parce que certains clients n'apparaissent plus, etc. Enfin bon, ils sont plus référencés. Donc peut-être qu'il y a à un moment donné où faire une purge aussi. Je regardais les dernières questions qu'on a reçues. Je vois que l'heure tourne également. Je vais peut-être en prendre 2 parce qu'on est interpellé également sur la situation des employeurs à l'égard de leurs salariés. Hein, et qui peut d'ailleurs être en lien avec une question sur les OPCA et les demandes des OPCA concernant donc les fichiers des salariés d'une entreprise, et également en lien avec la question des formateurs indépendants sous-traitants qui donc transmettent des données personnelles les concernant. Et là, je fais aussi encore un petit lien sur la notion de consentement qui apparaît dans beaucoup de vos questions. La question du consentement, effectivement, est une question intéressante. Ça rejoint la question de l'information surtout. C'est-à-dire que quand vous recueillez des données, effectivement, il y a un certain nombre de données pour lesquelles il est normal, comment dire, ça va de soi que quand une personne va se former, elle transmette un certain nombre d'informations. Donc, sur cette partie-là de transmission des données, le consentement n'est pas nécessaire. La personne a bien l'intention de suivre une formation et c'est elle qui s'inscrit, donc c'est bien son nom. Voilà. Donc, attention à ne pas se méprendre. Quand vous êtes sur Internet, on vous interpelle sur le fait que vous êtes d'accord pour avoir des cookies sur votre ordinateur. Là, nous ne sommes pas nous sommes dans ce vaste sujet des traces et des données, mais dans une relation classique de départ en formation, ben, il paraît normal quand même de donner son nom, son prénom, éventuellement sa fonction, parce qu'il y aurait un intérêt de vérifier que la formation est en phase avec le profil professionnel qui est le vôtre. Mais, vous voyez, à un moment donné, on voit bien que plus on va avancer sur des questions, on peut se demander la légitimité de ces questions. Et donc, quand on est ensuite dans un service RH, eh bien là, il est tout à fait classique d'avoir des informations assez précises parce qu'il y a des déclarations à faire auprès
auprès de la sécurité sociale. Donc, il est normal de récupérer un numéro, un NIR, il est normal d'avoir un certain nombre d'informations précises. Et là encore, il n'y a pas besoin de réclamer le consentement de personne, ça va de soi. Donc, sur la notion de consentement, attention sur son usage. Ce n'est pas ça, le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est donc la légitimité à récupérer des données personnelles, et ensuite, surtout, quel traitement vous en faites, et la sécurité du traitement et des procédures qui organisent donc le circuit de ces données dans votre organisation. Voilà, donc les formateurs, comme les salariés, comme les clients, ont droit à une protection de leurs données personnelles, et donc vous avez à les informer du respect de ces données personnelles. Ensuite, dernier point peut-être à évoquer, qui n'a pas été abordé, c'est la question de l'identification d'un CIL, d'un correspondant informatique et liberté, dans la mesure où la réglementation à partir du 25 mai évoque la nomination d'un délégué à la protection des données personnelles. Donc, il existe dans des organisations de formation déjà des sites qui ont été nommés, donc des correspondants informatiques et liberté. Je pense que ces organismes qui ont déjà nommé des correspondants sont maintenant plus aguerris sur la question sur les questions qu'on aborde aujourd'hui. Mais en tout cas, le DPO, donc le fameux délégué qui est prévu par le règlement européen, n'est pas obligatoire, mais il peut être facilitateur dans une grande organisation pour mobiliser en transversal à la fois le service commercial, le service informatique, le prestataire, le sous-traitant, la DAF, la direction. Donc, ce sont des personnes référentes qui sont censées donc préparer les choses et faciliter leur mise en œuvre et leur compréhension par les équipes. Voilà, donc il me reste à signaler une copie qui figure dans la date qui s'affiche de la manifestation prévue par Centre Info. C'est un jeudi, c'est bien un mardi, mais c'est le mardi 16 janvier qu'il fallait lire, pas le mardi 18 janvier qui doit être un jeudi. Et l'autre élément pour terminer que je voulais évoquer, c'est que nous avons d'autres webinaires sur Webikeo d'ici la fin de l'année. Donc, on a un le 11 décembre 2017 sur les contraintes et opportunités, comment évaluer la formation en présentiel, et un dernier sur le Datadoc qui aura lieu donc le 15 décembre. Et d'ici là, donc le 14 décembre, nous aurons un rendez-vous de veille juridique et stratégique sur la réforme, car parallèlement à la mise en œuvre du RGPD, eh bien, le processus de réforme de l'information continue, et donc Centre Info vous propose d'y réfléchir ensemble le 14 décembre. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre intention, de votre participation, et à remercier Webikeo pour son accueil et son organisation, et à vous souhaiter à une prochaine fois.